l'idée du Before, c'est de faire un peu le point sur ce qui s'est passé cette année. Dans le monde du tourisme, on verra ça avec Jean-Luc. Dans le monde de la tech, on verra ça avec Laurent Pierre. On essaiera de vous démontrer que le programme est cohérent par rapport à tout ça. Et notre partenaire cette année, Axel du Routard.com, va nous partager un petit peu ce qui s'est passé chez le Routard cette dernière année, ces derniers quelques mois, et ce à quoi eux, ils réfléchissent en ce moment justement pour faire évoluer notamment leur stratégie digitale. C'est bon? Tout le monde est à peu près installé? Vous avez fait bonne route? Bien arrivé? Tout le monde est en forme? Vous n'avez pas l'air très en forme, moi je trouve. Hein. Vous êtes vraiment en forme? Parce qu'après, il y a l'apéro des exposants. Hein. Ils vous attendent. Hein. Ok. Bon, eh ben on va attaquer alors. Hein. On va attaquer avec toi, Jean-Luc. Oui, merci beaucoup. Tu as droit à ta petite musique. Ouais, et c'est joli. C'est bien. Mais bonsoir à tout le monde. Donc, un petit quart d'heure, voilà, donc 17 maximum, 18. Il faut qu'en 15 minutes, je fasse un peu un tour de ce qui s'est passé dans le tourisme cette année au niveau national. Et la première chose, quand même, la plus importante, c'est Marina. Nous avons, depuis quelques semaines, une ministre de l'économie du tourisme. Alors là, aux journées d'ADN A3, ils n'avaient pas mis le E majuscule, parce qu'en fait, dans son titre officiel, c'est vraiment Marina Ferrari est ministre déléguée chargée de l'économie avec une majuscule du tourisme. Ça a quand même une signification, comme le disait Ludo dans un billet du blog itourisme.info cette semaine, sur ce dont on charge la ministre. Il n'y avait pas eu de ministre à temps plein, de plein exercice du tourisme en France depuis Léon Bertrand de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, qui a été ministre délégué au tourisme de 2005 à 2007. Alors elle a pas mal d'ateliers à tout France, le recrutement dans les entreprises, la travel tech, la gestion des flux, qui est un chantier annoncé en 2023, et comment on en parle aujourd'hui. Et puis on dit qu'elle sera ministre de 2024 à 2024, a priori. Ah oui, bon là, je ne m'avancerai pas sur ce point-là. On a autre chose, on a eu le rapport Woerth, qui était un rapport qui disait que la compétence tourisme devait être retirée au département, ce qui a été considéré comme une ligne rouge par certains élus départementaux. Mais juste avant la remise du rapport, l'Assemblée nationale a été dissoute. Donc la simplification de la compétence tourisme, on n'y est pas vraiment, surtout qu'il y a 15 jours, le 27 septembre, 3 semaines, en Savoie, on est revenu où il y avait un seul organisme interdépartemental pour faire la promotion de la Savoie depuis pas mal de temps. Mais on est revenu à 2 CDT, 2 ADT différentes, une par département. Donc on n'a pas vraiment l'impression que la simplification est pour le moment. Et puis les Jeux Olympiques qui remplacent avantageusement toutes les campagnes de promotion dans toute France. 1 milliard de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture, des images incroyables des sites olympiques et ce qui montre finalement, certains articles des Échos le disent, qu'on a une autre image de la France et que ça devrait avoir un impact évident, ça l'a déjà, sur la visite des étrangers à Paris. Mais tiens, il y a Emmanuel Legault de Montréal qui a passé le week-end avant de venir ici à Paris. Elle me disait, c'est incroyable comment les Parisiens sont sympathiques, comment la ville est propre et comment ça redonne envie de découvrir la France. Donc vous voyez, il y a vraiment, je pense, un impact international qui sera pas mal. Mais la fortune sera pour plus tard, parce que le fameux, vous savez, jackpot, je loue mon appartement pour 900 € par nuit pour les spectateurs des Jeux Olympiques. Là, il y en a beaucoup qui ont déchanté, parce que c'est vrai qu'entre le mois de mars, où il y avait des prix, mais qui étaient d'une hauteur incroyable, jusqu'aux Jeux Olympiques, ça a largement décru. Moi, j'avais rencontré des hôteliers dans une réunion d'office de tourisme dans l'Essonne, qui croyaient vraiment à la fortune. Après, c'est largement, ça a bien baissé, même s'il y a eu du monde pendant les Jeux Olympiques. La saison touristique, on a l'impression, vous allez me dire si vous le partagez, qu'on est un peu revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec plusieurs années d'ensoleillement, voire de sécheresse,
avec une météo, image générée par l'intelligence artificielle, comme les autres, je le précise bien quand même. C'est pas une photo que j'ai prise, en fait. Voilà. C'est une météo qui ressemble à avant, finalement, quand les touristes, ils allaient plutôt dans le sud pour être sûrs d'avoir du soleil. Donc déjà, ça a un peu plombé. Il y a eu une période d'élection européenne, puis nationale. Le pouvoir d'achat en baisse, la fréquentation internationale qui a été plutôt portée par les JO, mais qui malgré tout a permis à un certain nombre de destinations de revoir plus d'étrangers. Donc on a eu l'impression que ça revenait un peu comme avant, et du coup ça a eu un effet rebond auprès des prestataires touristiques qui ont commencé à aller voir les élus en disant « ouais, il nous faudrait un peu plus de tourisme ». Et donc on a un peu moins parlé de surtourisme au niveau local cette année. Dans les médias, on a continué, mais au niveau local, on en a un peu moins parlé parce qu'il y a eu, quand on voyait des bateaux de croisière en Atlantique ou des hôtels qui faisaient des grosses promotions en juillet, on sentait bien qu'il y avait une saison qui était un peu inhabituelle. La location saisonnière, on était parti pour tout révolutionner, pour faire quelque chose contre Airbnb. Au niveau national, il n'y a pas grand-chose qui change pour le moment. Je titrais l'an dernier « Location saisonnière, fin de la récré ». Et là, c'est toujours OPEN. Vous voyez, l'intelligence artificielle, ils ne sont pas très très bons quand même encore sur le graphisme. Je croyais que tu avais inventé un nouveau mot, moi, qui avait un sens caché derrière ça. Pas du tout. Je l'ai dit de mettre toujours ouvert, et il m'a mis toujours OPEN. Donc moi j'ai dit pourquoi pas. Finalement c'est bien aussi. La loi Le Meur qui devait réduire les avantages fiscaux, vous savez les 71% d'avantages fiscaux d'exonération, enfin de baisse d'impôt sur le revenu pour un meublé saisonnier, ça devait ne plus exister et puis aujourd'hui ça a été suspendu en même temps que la dissolution et on ne sait pas si Madame Ferrari ou le gouvernement vont retravailler dessus, on n'en parle plus. Pour les plateformes, ça va, ils sont toujours en bonne santé, Booking et les autres. Et là, j'aime bien ce que m'a fait l'intelligence artificielle comme illustration, quand même. Je suis pas sûr qu'ils soient en très bonne santé, quand même. Ouais, mais il est gras, au moins. Voilà. Donc, Booking, c'est la plateforme qui fait le plus de gras en France, réellement. Bien que Airbnb a enregistré une forte reprise. Et pour Airbnb, c'est surtout l'augmentation du nombre d'annonces dans les villes de taille moyenne ou les petites villes. Par exemple, Clermont-Ferrand, donc qui n'est pas une petite ville, mais une ville de taille moyenne. Ouais, fais attention à ce que tu dis sur Clermont-Ferrand. J'ai un jaunard près de moi qui a presque doublé entre 2020 et 2023. Et puis, beaucoup de développement d'hébergements insolites à thème sur Airbnb, etc., qui fonctionnent pas mal. Ce qu'il y a eu de nouveau cette année aussi, c'est quand même la taxe de séjour, avec l'invention des taxes de séjour additionnelles. Depuis le 1er janvier 2024, il y a 200% de taxes de séjour additionnelles qui sont prélevées par la région Île-de-France. Ce qui fait que si on est dans un palace en région parisienne, ça peut coûter jusqu'à 14,95 € de taxes de séjour par nuit. Et régulièrement, si vous êtes dans un 3 étoiles, vous vous retrouvez avec 5,20 €, vous voyez, c'est de taxes de séjour par nuit. Et c'est vraiment un jackpot pour les régions. On est à 34% pour les infrastructures dans le sud-ouest, dans la région sud, etc. Et les collectivités locales l'ont bien compris, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, parce qu'en fait, elles collectent pour le compte des collègues. Et qu'en plus, au niveau local, pour ceux qui gèrent la taxe de séjour, c'est un truc infernal parce que l'État demande à ce que tous les mois, les 34% de surtaxes additionnelles régionales soient reversés directement. Donc la somme de travail supplémentaire pour les régies de taxes de séjour est assez impressionnante, mais il n'y a rien pour les communes, il y a juste les hébergeurs qui disent « mais ça commence à faire beaucoup la taxe de séjour ». Donc j'ai l'impression, de mon point de vue, que ça risque fort de continuer parce que cette bonne idée... Tant que ça passe, on trouvera sans doute des financements supplémentaires côté taxe de séjour. Alors, là, c'est Ludo qui m'a dit « mais t'as oublié ça ?» Et il avait raison. L'ADEME a réactualisé le bilan gaz à effet de serre du tourisme. Donc, vous savez que
l'ADEME donne régulièrement ce bilan. On sait qu'en France, le tourisme génère 97 millions de tonnes de CO2. C'est notamment transport, hébergement, consommation de biens, services et eau, restauration et construction et exploitation des infrastructures. Mais sur ces 97 millions de tonnes, il y en a 46, c'est sur le territoire français. Et puis après, c'est les émissions parce qu'on va voyager en dehors du territoire français. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a 69%, quand même 70%, plus de 2/3, c'est la mobilité. Dans la mobilité, on a l'avion et les voitures. Et la voiture, c'est 60%, donc c'est vraiment le plus important. Non, ce sont les transports aller-retour. Aller-retour. Pour aller sur ta destination et en revenir, quel que soit le mode de transport. Les 69%. Et puis, on a finalement d'autres points, comme par exemple l'hébergement ou restauration. On est à 8% d'émissions à effet de serre. Eau et déchets, 1%. 3% sport, loisirs, culture. Donc vraiment, si on agit sur la mobilité, c'est là où on peut le plus agir sur les émissions de gaz à effet de serre. On voit que le secteur touristique a baissé de 40 à 50%, doit baisser de 40 à 50% d'ici à 2030, et a baissé de 16% entre 2018 et 2022. C'est notamment l'effet Covid qui fait que on s'est moins déplacé, donc on a moins émis pour aller à l'extérieur, et on a moins émis également pour venir en France. Mais malgré tout, on se rend compte qu'en termes de consommation touristique, c'est resté stable. C'est-à-dire on a pu baisser les émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant la productivité du tourisme avec 180 milliards associés à la consommation touristique intérieure. Ce qui veut bien dire que c'est possible. Ce n'est pas aujourd'hui vraiment la voie qui est prise. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez regarder il y a quelques jours l'article que Ludo a fait sur le blog. Parce que c'est vrai que parallèlement, les campagne attendue de promotion pour le tourisme international, parce que le touriste international est toujours celui qui dépense un peu plus, sont quand même très attendus et que donc on risque de réaugmenter si on ne continue pas à se déplacer moins en avion, plus en train, par définition. Mathématiquement, on va repartir à la hausse en termes d'émissions de gaz à effet de serre. La mobilité, ça marche pas mal, et notamment sur le vélo, avec la stratégie nationale du tourisme à vélo qui a été présentée ce mois de juin à Grenoble, qui est de faire, comme pour le tourisme durable, enfin comme pour tout d'ailleurs, en général, la première destination mondiale. Mais là, c'est du tourisme à vélo, puisqu'on veut toujours être la première destination mondiale de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est quand même pas mal parti, parce qu'en termes d'itinéraire, la France commence avec ce qui est programmé, en termes de réalisation d'itinéraire, est quand même une destination extrêmement leader en Europe. Et la deuxième des choses, c'est sur le label Accueil Vélo. Aujourd'hui, il y a 7000 établissements qui sont labellisés Accueil Vélo. Et l'objectif est de passer à 20 000 d'ici 2030. Donc ça veut dire quasiment multiplié par 3. Ce qui veut dire que d'ailleurs, France Vélo Tourisme est en train de faire évoluer son mode de labellisation, etc. Mais c'est vraiment quelque chose, moi, sur le terrain, je l'entends beaucoup, en fait. Le tourisme à vélo, c'est vraiment partagé, là, pour une fois, par l'ensemble des niveaux territoriaux en termes d'intérêt. On en profite pour dire un grand bravo à tous ceux qui ont fait étape ou tout le trajet depuis La Rochelle jusqu'ici. Les équipes de Loupi et tous ceux qui les ont accompagnés de temps en temps sur une des 13 étapes qui ont jalonné le parcours. Ils sont arrivés tout à l'heure à 16h45. Bravo à eux. Bravo à Loupi. Par rapport à ça, c'est beau de venir. Ils ont mis 13 jours, c'est ça, pour venir. 13 jours de vélo. Alors, par exemple, il y a en Occitanie, il y a eu un appel à manifestation donc en 2023, mais suivi des faits en 2024, pour les offices de tourisme et mobilité. Il y a 16 organismes de tourisme d'Occitanie qui bénéficient d'un accompagnement. J'espère qu'on en aura le résultat en 2025, parce que je trouve que l'initiative est extrêmement intéressante. Et puis toujours autour de la mobilité, il y a aussi l'IGN qui s'ouvre au monde. Vous savez qu'au moment quand Google Maps est arrivé, donc ça fait un petit bout de temps, puisque c'était en 2006, si je ne m'abuse, on regrettait que l'IGN reste un média payant et une source de données totalement payante. Et enfin,
aujourd'hui, on a une appli sympa développée par IGN qui permet de se géolocaliser, mais qui est totalement gratuite et qui permet d'avoir la carte d'état-major, la fameuse carte au 25 millième, disponible pour tout le monde. On peut utiliser des données thématiques, on peut faire calculer les distances, on peut exporter des points de repère, partager ses positions, etc. Et donc, pour tout ce qui est itinérance, c'est vraiment une ressource supplémentaire extrêmement importante, enfin mise à la disposition gratuitement, après pas loin de 20 ans d'altermoiement sur est-ce qu'il faut qu'on va se payer ou est-ce qu'il faut qu'on fasse gratuit. Cette slide est importante parce qu'elle indique le plan de la maison de Jean-Luc où vous pouvez passer prendre l'apéro si vous êtes dans le coin. Oui, c'est juste là. Voilà, vous voyez, c'est là. Et l'intelligence artificielle est arrivée dans le tourisme et j'en finirai avec ça, et je suis toujours bon. Les applicatifs, ça s'installe. Ce qu'on voit le plus, ce sont les robots conversationnels. Robots conversationnels qui existent un peu partout. Et puis, quelques campagnes qui utilisent les images générées par l'intelligence artificielle. En 2023, on avait présenté Chamonix. Il y avait eu toute une polémique autour. Et puis, les nouvelles réalisations, comme Val Thorens ou Chambord ici, n'ont pas vraiment créé de polémique. On a appris aussi à bien indiquer la source de ces images réalisées par l'IA. Et le défi majeur, c'est l'appropriation par les professionnels du tourisme. Si les grands groupes, ils ont leur académie, etc., les TPE dans le tourisme, on sort d'un atelier, d'un moment d'échange sur ce thème-là, où nous étions plus d'une grosse centaine à échanger sur ce thème, et il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais il y a une vraie envie qu'il y ait une appropriation de l'intelligence artificielle, dont on s'accorde à dire qu'on est sur une sacrée révolution. Et je vous montrerai juste Erwan, le robot de l'office de tourisme de Vannes, dans le golfe du Morbihan. Il fait la star. Voilà, on va le voir. Non, on ne va pas le voir partir, mais logiquement, non. En fait, c'est un robot qui est habillé avec un t-shirt marin, Erwan, et qui se retrouve à distribuer de l'eau et des prospectus aux personnes qui rentrent dans l'office de tourisme. Voilà, donc c'était une plaisanterie. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Luc, tu as été ponctuel, bien géré, beau timing. Et si vous n'en avez pas marre de l'IA, on va passer avec Laurent Pierre à 15 minutes sur le sujet, avec plein de choses qui ne se font pas dans le monde du tourisme pour le coup, mais dans plein de secteurs, quoi. Tu n'as pas dû allumer ton micro. Là. Tu sais, moi, la techno. Donc, bonjour à tous. L'année dernière, ici même, j'avais dit que l'IA était un petit peu comme l'apparition du smartphone et des réseaux sociaux, deux innovations qui, on voyait dans les courbes d'appropriation, étaient faites pour rester en place et pas s'effondrer pour après prendre leur envol, comme on a pu le parler sur le métaverse par exemple, ou la voiture autonome ou plein d'autres choses. Donc l'année dernière, je vous ai parlé d'intelligence artificielle, et cette année dans la tech, je vais vous parler également d'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment le sujet du moment. Mais pour ça, on a regardé cette année des secteurs qui se sont appropriés l'IA, et en se disant, voilà, il y a des choses intéressantes qui se passent, et ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que ça va projeter sur d'autres secteurs d'activité. En plus clair, on est allé regarder l'intelligence artificielle dans le domaine du jeu vidéo. Alors le jeu vidéo, on le dit souvent, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un secteur comme l'industrie du sexe qui va s'approprier en premier les innovations technologiques qu'on va retrouver après dans plein d'autres activités. Bon, alors manque de bol pour vous, j'ai pris le jeu vidéo en exemple, mais parce qu'il y a plein de trucs assez intéressants. On reparlera de sexisme plus tard, Laurent Pierre. J'ai fait une phrase non genrée, normale. Premier exemple, on voit apparaître énormément d'outils, non pas pour le joueur, mais pour le concepteur de jeux vidéo, qui va lui permettre de créer des images, des scénarios, des dialogues. Alors vous le voyez, je veux créer un jeu
avec un scénario à la Conan Doyle, à la Edgar Poe, à la Lovecraft, je vais avoir tous les outils qui vont me le créer. C'est à la fois, ça montre la puissance, mais ça montre aussi toute la limite. C'est-à-dire que je vais faire comme du Lovecraft, je ne vais pas avoir une vraie création. On va un peu plus loin sur tout ce qui va être design d'espace, et avec cette application qui est juste absolument fabuleuse. Donc l'utilisateur, toujours le concepteur de jeux vidéo, va tracer sa map, ses couloirs, ses pièces, etc. Et voyez, automatiquement, ça va lui bâtir une pièce qu'il va pouvoir intégrer dans son jeu. Ça va devenir jouable facilement. C'est en 3D. Et le truc intéressant, donc c'est bâti par une IA. Je choisis, je veux un look, je veux une chambre, ou je veux transformer ça à l'intérieur d'un donjon, un jardin. J'ai simplement un bouton à changer et automatiquement, ça c'est modifié. À l'intérieur, tout est modifiable. Par exemple, là, vous avez une magnifique tête de dragon. Si vous trouvez ça un peu vulgaire, vous pourrez remplacer par ce que vous voulez, un casque de viking, par exemple. Alors, une fois qu'on a vu ça, là, c'est pour du jeu vidéo, mais c'est pas difficile de se projeter sur des métiers de design d'espace, des cuisinistes, des designers d'intérieur, des créateurs de jardins. On va avoir le même style d'outils, à part qu'on n'aura pas des têtes de dragon, mais des éviers. Mais dans la conception, ça sera absolument pareil. Autre exemple avec celui-là, qui est un outil où vous allez taper directement dans un prompt. Dessine-moi un salon intérieur vintage avec une table basse à café, et ça va vous produire les images qui vont être là utilisées aussi bien par des architectes que par des concepteurs de jeux vidéo. On va retrouver aussi ces outils-là pour du design d'espace. Donc là, c'est pour des concepteurs de jeux vidéo, mais là encore, je vais donner un plan, je vais donner des photos de ce que je veux. Là, c'est un look futuriste, mais je pourrais très bien donner le quartier en construction, les immeubles existants. Il va me faire une projection de possibles espaces pour aménager. On va changer de sujet avec les personnages non joueurs. Donc dans les jeux vidéo, c'est les personnages que vous rencontrez, et en général, le programmeur lui a fait donner 2-3 phrases qui vont vous aider à avancer dans votre quête si vous lui parlez correctement en lui posant la bonne question. Là, c'est un exemple fait par Nvidia, les fabricants de cartes vidéo, qui nous montre ce que va être le jeu demain, où voilà, je suis dans un univers 3D, mais je parle à mon jeu vidéo. D'un côté, il y a une vraie personne, de l'autre côté, c'est un jeu, vous les avez reconnus facilement. Et là, je vais interagir avec le jeu. Alors, ce que ça raconte dans la vidéo, c'est que l'interaction, la personne que vous voyez, à chaque fois que vous lui parlez, ses réponses sont générées par une IA. C'est-à-dire que rien n'a été programmé, elle écoute votre question, elle s'adapte et elle répond en temps réel. Entre-temps, on va lui glisser, elle va vous glisser l'indice qui va vous permettre d'avancer, mais vous avez vraiment une interaction hyper forte avec les personnages de jeux vidéo. Alors on en redira 2 mots, mais vous imaginez tout ce qui va être service client, hotline, etc., où vous allez avoir enfin un chat un peu évolué qui va normalement vous comprendre un peu mieux que je ne comprends pas votre question, reposez-la demain. On va retrouver également pas mal d'IA dans tout ce qui est la gestion de la difficulté des jeux. Vous avez tous joué à des jeux genre Royal Match, où à un moment donné, ça fait 3 jours que vous ne passez pas le tableau, et d'un seul coup, vous avez l'illumination divine et ça marche. Bon, c'est tout simplement que derrière tous ces jeux-là, ont de l'IA pour vous garder un niveau de jeu qui est ni trop compliqué parce que vous vous frustrez et vous abandonnez, ni trop facile parce que ça devient trop facile et vous abandonnez aussi. Donc là, c'est pareil, ça, on va le retrouver dans tout ce qui va être apprentissage, e-learning, formation à distance, pour vous laisser le bon niveau totalement adapté à votre niveau personnel. Et notamment, on a pas mal de logiciels d'apprentissage de langue qui ont commencé à intégrer ce qu'on avait dans ces algos qu'on avait dans les jeux vidéo. Et puis un dernier petit pour la route avec Ellipse, là qui est une IA qui va suivre des parties de jeux vidéo streamées, donc sur du Twitch ou du YouTube. Donc ça enregistre ce qui se passe dans le jeu, mais aussi la personne qui commente en vidéo. Et automatiquement, à la fin, elle va extraire des extraits d'une quinzaine de secondes des meilleurs moments, soit du jeu, soit des commentaires. Donc là aussi, outil extrêmement simplifié, vous appuyez sur un bouton et il vous sort les 10 meilleures séquences que vous pouvez ensuite publier sur les réseaux sociaux. Donc là,
pour tout ce qui est sport, visite, etc. Vous avez une visite de 3h50, vous avez les 5 meilleurs extraits en 10 secondes. Ça, c'était ce qu'on voit arriver sur le jeu vidéo. On va regarder du côté de la voix. La voix aujourd'hui, avec le traitement par l'IA, c'est un des secteurs où il y a énormément de choses qui sont en train d'apparaître. Alors on voit apparaître des petits gadgets comme ça pour 654,51 € précisément. Vous avez un centre de traduction, ici de 5 pièces. Vous avez un speaker qui parle en coréen. Vous vous branchez, vous mettez votre casque sur un de ces modules. Vous êtes espagnol, anglais ou français. Et vous allez avoir la traduction par une IA à la volée de votre conférencier. Vous avez de la traduction automatisée en langage des signes. Là, on aurait pu mettre la petite vidéo qui nous traduit en langage des signes devant nous. Énormément, je l'ai dit tout à l'heure, sur tout ce qui va être apprentissage des langues. On sait que c'est pas, que pour apprendre une langue, il faut faire de la conversation. Et là, en ce moment, on voit énormément de pubs sur Insta, par exemple, de mode conversationnel. Vous avez une IA qui va générer de la conversation en fonction de ce que vous lui parlez. Elle vous pose une question et ça engage une conversation. Elle vous corrige, elle vous comprend et elle poursuit la conversation. Évidemment, dans les nouveaux téléphones, c'est des choses qui vont être pré-câblées. Donc, vous parlerez à un Espagnol en français, il vous entendra lui en espagnol et vous en français. Et puis, un dernier truc que je trouve actuellement un des trucs les plus sympas, IO, c'est un ordinateur vocal sonore. Donc, c'est 2 oreillettes. Vous voyez, c'est un peu plus gros qu'une oreillette. C'est de la taille d'une grosse pièce. Et c'est un ordinateur embarqué dans ces oreillettes. Alors, il y a une petite démo. C'est en anglais, mais le gars parle très correctement. Hey, can you enhance the sounds that are right in front of me? And can you turn that baby down? That's better. You know, I'm still having a little trouble hearing Pedro. Can you isolate Pedro for me? That's perfect. And you know, my Spanish is a little rusty. Can I hear Pedro but in English? And at the end of the trip, we came back to the city to visit the historic center. Michelle, close all programs? So much worse. Okay. Donc là, vous avez un peu un concentré de tout ce qu'on va pouvoir faire en IA vocale. Donc vous l'avez compris, ça va couper les bruits d'ambiance, ça va couper le bruit du bébé qui pleure, ça va isoler la personne qui parle, ça va traduire à la volée avec sa voix, avec son accent. On va le passer, il parle en espagnol, on va l'entendre en anglais. Et puis derrière, ça va être un ordinateur, amène-moi jusqu'au restaurant le plus proche, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore sorti. Ça sera peut-être un total flop, parce que beaucoup de gadgets sont sortis, boostés à l'IA. En général, tous ces premiers trucs, c'est des flops, mais en tous les cas, ça nous montre vers où le marché va aller, vers où les usages vont aller. Autre constatation, à plus l'appli, l'idée, c'est de se dire, avec ce qu'on a maintenant dans nos téléphones en termes d'IA, est-ce que toutes les applications, les meilleurs points d'intérêt, les trajets, les guides, où on voit chaque année des applications qui nous promettent monts et merveilles, est-ce que ça ne va pas être mis en question par ces outils-là? Alors depuis quelques temps, on prend, quand on voit passer, on fait une petite collection d'exemples. Par exemple, là je prends une photo avec mon smartphone, je suis devant la gare de Vannes et je dis je suis là, dis-moi comment aller à l'île aux Moines, mode de transport horaire aujourd'hui. Et votre IA, elle vous dit, elle reconnaît, ou je ne lui ai pas dit que j'étais devant la gare de Vannes, il reconnaît, il vous sort tous les transports, les tarifs, les prix, les possibilités, etc. Autre exemple, je prends une photo d'une carte pour un londonien de nourriture bizarre dans un restaurant à Strasbourg. Il m'explique tout ce que c'est, que je peux le manger sans crainte pour un prix de 19 €.
Je tombe sur un flyer, je demande si avec une famille de 2 enfants, je peux aller au musée du Château des Allumettes. Il me dit, voilà, ouverture, intérêt, vous passerez ensuite des dîners avec des amis, vous aurez l'air extrêmement intelligent. Je suis à cet endroit-là, donne-moi, on est 2 amoureux de la nature et aimant bien manger, qu'est-ce que je peux faire ? Boum, il va vous récupérer tout ce que vous pouvez faire. Ça existe, et notamment beaucoup sur vos sites d'office de tourisme, et pas forcément dans des applis. Donc, voilà, n'importe quelle IA va être capable d'aller scruter ça et vous le remonter. Et puis un petit dernier qu'on a trouvé marrant, celui-là, explique-moi où je vais, j'ai un gros doute, et il vous dit, pas d'inquiétude à avoir, c'est simplement un nom de rue qui peut prêter à sourire à cause de la translittération en alphabet latin. On est sur l'allée de la paix et du bonheur. Bon, ça c'était du côté du touriste, de l'usager. Bien évidemment, après, il y a le côté au travail. Alors au travail, c'est aussi avec un point d'exclamation, parce qu'il va falloir se mettre au travail pour intégrer tous ces trucs-là. Là, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il va y avoir plein d'ateliers sur ces 2 jours qui vont montrer des exemples intégrés dans vos structures. Mais aujourd'hui, l'utilisation concrète pour faire gagner du temps dans le travail sur tous les domaines d'activité, de tous les boulots, il y en a des quantités. J'en ai remis 1 ou 2. Tout ce qui est, ça c'est une des boîtes qu'on accompagne, qui va vous faire vos comptes rendus de réunion, vos comptes rendus de visio, qui même va aller à la visio sans que vous ayez besoin d'être à la visio. Il vous fait le compte rendu, qui a dit quoi, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi, quelles sont les actions à mener. On commence à voir apparaître des outils métiers, par exemple Delibia, qui est un outil pour faire des délibérations des marchés publics, par exemple, des délibs pour les acteurs publics et qui marche de manière vraiment impressionnante. Et puis après, la chaîne, Jean-Luc l'a dit, le chat sur le site qui va vous permettre... J'ai pris cet exemple, c'est une boîte qu'on accompagne qui fait du vote électronique, on s'en fout de leur sujet. C'est juste parce que c'est les premiers, il y a 2 ans, à avoir intégré ça, où l'outline de 18h le soir à 9h le matin, elle n'est pas là. Ils ont mis toutes leurs docs, installation, maintenance, utilisation dans une IA, au passage un truc privatif qui reste chez eux, open source et qui n'est pas du chat GPT. Et puis on peut leur écrire à n'importe quelle heure de la nuit, dans n'importe quelle langue, et ça marche extrêmement bien. Alors l'étape après, c'est une autre boîte qu'on accompagne qui fait la même chose mais avec un callbot, c'est-à-dire que vous téléphonez et vous avez quelqu'un qui vous parle, qui vous répond, mais c'est une IA qui va vous répondre. Et puis l'étape d'après, ça pourrait être ce qu'on a vu avec les technos de NVIDIA, où vous avez votre conseiller à qui vous pouvez poser vos questions de base. Bon, je passe là-dessus, c'est un des derniers outils, mais c'était juste pour redire de chez Google. Testez-le, il est gratuit. Ce qui est absolument hallucinant, c'est la génération de podcasts. Vous lui chargez tous les documents sur un sujet et vous lui dites « génère-moi un podcast sur ce sujet-là ». C'est en anglais pour le moment, mais vous avez un journaliste qui pose des questions à un expert avec un podcast de 10 minutes. C'est juste bluffant. Il y a juste un bouton sur lequel appuyer. Ça vous donne les outils qu'on va pouvoir avoir demain. Allez, merci Laurent Pierre. Je reprends la main en vrai et on poursuit ce before. Alors, je me suis arrêté avant parce que tu l'avais dit l'année dernière, c'est soit on organise les ET, soit on intervient. Et effectivement, c'est compliqué de faire les deux. Alors la voix, c'est la voix de Ludo clonée, c'est juste parfait. La vidéo, je me suis arrêté en cours parce que c'est long, mais les outils sont extrêmement simples. L'idée, c'était d'avoir vraiment Ludo aussi cloné qui parle cloné et rajeuni, d'où le texte. Ça fait plaisir. Un peu de 6 mois pour faire l'année dernière. Voilà, donc c'est des outils qui sont aujourd'hui accessibles et qui sont extrêmement faciles à utiliser. Merci Laurent Pierre et bravo.
J'ai juste une ou deux bricoles, Axel, et après je te cède la parole. C'était juste pour faire le Before, c'est aussi l'occasion de faire un petit point sur la programmation, ce que vous allez pouvoir suivre demain et après-demain, même si je sais que vous avez lu absolument tous les contenus qui sont sur le site internet. On voulait revenir sur le fait que, évidemment, on va pas mal parler d'IA. Donc une bonne partie d'entre vous dans la salle, si j'ai cru comprendre, vous étiez 120, 150 à être au temps d'échange. Demain, on parlera donc de petits retours, quoi de neuf, qu'est-ce qui s'est passé en un an, notamment avec Jean-Luc, Benoît Dudran, Nicolas François et Jean-Philippe. Jean-Philippe qui nous vient donc du Chéneau du Québec. On aura ensuite la 8 sur l'influence, la promotion et la relation client, avec notamment notre ami développeur breton qui a géré l'influenceuse Anne Kerdy et Lionel Flasser pour One Provence. Et puis on parlera jeudi matin d'IA et de base de données avec Tourinsoft et Apidae qui seront présents, ainsi qu'ADN Tourisme. Et le A22 sur en quoi ça révolutionne la recherche touristique. Et on gérera ça donc avec Frédéric Gonzalo. Je vais peut-être pas citer tous les intervenants, sinon on va passer 2 heures. Donc on parlera beaucoup de mobilité, c'est un sujet que tu as abordé tout à l'heure, Jean-Luc, évidemment. On a eu une fresque de la ville tout à l'heure. On parlera de séjours sans voiture avec deux régions, un département et un office de tourisme. On parlera de marche, de piétons, et comment aujourd'hui on gère ce tourisme qui se déplace notamment dans l'espace urbain à pied. Et puis on reviendra donc sur la mobilité de façon assez générale, et notamment en évoquant avec Julien de Labaca l'AMI de la région Occitanie que tu évoquais tout à l'heure, et les travaux qui sont menés avec eux. On parlera de commun, et ça c'est le premier de nos 3 grands mots de cette année, pas gros mots mais grands mots. Les communs, c'est peut-être un sujet que certains d'entre vous vont découvrir. Ça fait longtemps qu'on en parle, notamment sur le numérique. Donc on aura une petite introduction cette année avant probablement de développer un peu plus ce sujet sur les prochaines éditions. Donc une petite intro demain matin en plénière, et puis 2 ateliers où on parlera donc des bases, de ce que sont les communs, et on parlera aussi de la qualité sur les sites web, et notamment comment aujourd'hui on peut essayer de faire des sites qui soient sans bug et sans reproche. Magnifique titre. On va respirer, alors plusieurs thématiques, la respiration, le tourisme est une respiration pour les gens qui prennent des vacances chaque année, et puis nous aussi, on espère qu'ici vous venez prendre une grande respiration avant de repartir chez vous et de faire plein de projets. On parlera avec Lionel Flasser du projet de la Fondation Essentiem jour pour jour. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez demain matin en plénière. Et puis on va parler des choses qui sont un peu sympas, donc un atelier en plein air sur « Je m'éclate dans mon office ». Notamment 2 directeurs et directrices qui sont depuis pas loin de 20 ans dans leur office et même plus parfois, et qui continuent à s'éclater tous les matins. Ils vous expliqueront pourquoi, comment et comment tous ensemble on peut continuer à se plaire dans ce boulot. On va parler de jouer avec sa destination, avec Jean-Luc, Terra Aventura et les Combrailles. Donc comment on gamifie, on ludifie une destination. Et puis, on va prendre une belle respiration aussi avec Christophe et Guillaume, qui ont été tous les 2 volontaires aux Joueuses Olympiques de Paris. Et donc, ce sera le plein air sur la dernière session, où on discutera avec eux de leurs expériences et de ce qu'ils en ont retiré pour leur boulot, de toute cette organisation, avant, pendant et après. On va parler de futur. Ça, c'est le dernier mot. Donc, futur, eh bien, on a parlé de fresque du sexisme tout à l'heure. Ça se tenait un petit peu en haut. Donc un bel atelier que je vous recommande à tous de mettre en place dans vos structures. Demain matin, on reviendra donc sur cette notion de sexisme en plénière. On parlera également de futur souhaitable, ou comment appréhender ce futur de plus en plus incertain avec ces crises régulières, et où chaque été on se dit tiens, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Bon, cet été c'était la pluie, c'était moins grave quand même. Et puis on parlera dans un autre atelier de futur et de vivre ensemble. Donc là, évidemment, avec Alexia Sena notamment, on reviendra sur ce côté d'inclusion, de plus inclusivité, notamment dans nos communications, mais aussi au sein de nos structures. J'accélère rapidement. On va parler de communication et comment on pourrait mieux communiquer. Alors on va avoir un atelier sur les différentes générations dans le social media et comment chacune s'en empare. On va parler des communautés. Et est-ce qu'on est toujours en train de développer des communautés et d'entretenir un lien dans des communautés avec nos réseaux sociaux? On parlera de surcycler, upcycling en anglais, comment on peut coproduire, comment on peut collaborer pour essayer aux différents échelons territoriaux de mieux bosser ensemble, et donc d'y mettre un peu moins aussi de ressources humaines et financières individuellement. Et puis de comment on doit
aujourd'hui essayer peut-être de changer notre communication touristique et essayer à notre échelle de faire un petit peu progresser le tourisme et la société. On a encore des communications qui sont quand même très toutes les mêmes, avec beaucoup de gens qui sont blancs, avec des familles, avec 2 enfants, généralement un garçon, une fille. Voilà, tout se passe bien, mais il faut peut-être un petit peu changer tout ça. Et donc on va en parler demain, comment construire de nouveaux récits sur nos territoires et s'adresser à plus de personnes un peu différentes. On va parler un peu de business et de gros sous. Donc d'une part parce qu'on a des startups qui sont présents, on a aussi des investisseurs, on aura un contest. Et avec Jean-Pierre Nadir, on va parler de comment on pitch. Ça reste plutôt start-up, mais vous pouvez être intéressé aussi en tant que futur speaker aux rencontres du e-tourisme, ou ailleurs, ou chez vous quand vous allez présenter un projet. On aura ensuite la vente en ligne. On va revenir avec Mathieu Vado sur 2 expériences, dans le Grand Est, avec Exploit Grand Est, et puis dans le Sud. Donc vous verrez un petit peu comment ça s'est mis en place et aujourd'hui comment il se positionne sur ces sujets-là. On va parler du MICE, comment aujourd'hui on peut avoir un positionnement et quels sont les enjeux pour être bien positionné sur ce secteur-là. Et puis enfin, une dernière session startup aussi qui parlera de France Tourisme Lab. Donc là, on aura une représentante de l'ADI qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les collaborations entre startup et acteurs du tourisme. On va parler de nos organisations. Tout à l'heure, on avait un atelier aussi sur le management et la QVCT. Demain, on parlera de RSE. En plein air. On parlera aussi du fait que parfois les tout petits projets, ça fait plein de grandes rivières qui sont très chouettes. Et puis on parlera aussi de structure à mission. Une nouvelle, donc c'est une loi qui date de quelques années et qui permet donc à des organismes privés, mais aussi publics, et Charente Tourisme est précurseur en la matière. On aura Oco Hotel aussi, qui sera présente pour témoigner. Donc comment peut-être ces structures à mission sont demain l'avenir en termes de statut pour nos organismes de gestion de destination. Et puis enfin, on a 20 ans, donc on va un petit peu célébrer. On aura une petite ouverture demain. On aura une conférence un petit peu rétro-prospective après-demain. On va remettre des Césars avec une très belle cérémonie que Jean-Luc et Laurence vont diriger. Et puis enfin, demain soir, c'est la soirée des ET, ça vous avez l'habitude. Mais il y aura quelques surprises, non Laurent-Pierre ? Non, moi, il n'y aura pas de surprise. Il y aura juste de la musique, à boire et à manger. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le programme. Il n'y a pas tout, hein, donc allez quand même sur le site pour vérifier. À chaque session, il y a 7 ateliers au minimum en parallèle. Ouais, toujours 7, c'est ça. Et puis évidemment, tous les temps de plénière qui se déroulent ici. Voilà, je laisse sans plus tarder la parole à Axel, qui va donc nous dire quelles sont les réflexions aujourd'hui au Routard. Et vous allez voir, là aussi, c'est intéressant. Et ça va aller vite, et c'est une présentation très punchy. Oui, on va essayer d'aller vite. Je sais qu'il y a l'apéro après, donc on va commencer gentiment. L'histoire, c'est de faire, l'idée, c'est de faire un petit coup de rétro un peu sur ce qui s'est passé cette année, en commençant à se demander où est-ce qu'on était il y a un an pile. Où est-ce qu'on était il y a un an ? On est en train de faire la fête, puisque c'était les 50 ans du Routard. Donc les 50 ans du Routard, ça veut dire 50 ans de voyage, de découverte, de restaurants, de visites. Bref, de tests, et bien sûr 50 ans de guide de voyage et de site internet. C'est là où ça devait marcher. Voilà. Donc 50 ans d'aventure et de voyage, effectivement, qui reposent sur le fait
de pouvoir conseiller les différents voyageurs, de les accompagner, d'avoir évolué aussi avec leurs besoins et leurs envies de voyage, et d'être toujours positionné comme un compagnon de route. Donc compagnon dans la préparation et le déroulé des voyages. Et en fait, c'est cette logique qu'on a essayé de décliner il y a plus de 20 ans maintenant sur le digital, en essayant d'accompagner, d'être complémentaire au guide papier. Donc l'idée, c'était vraiment de positionner le site internet en complément, d'abord en amont pour vous aider à choisir la destination de voyage et pour vous commencer à préparer vraiment les premières parties de son voyage, et ensuite en aval avec les retours d'expérience grâce à nos forums. Donc on s'est vraiment appuyé sur cette complémentarité entre digital et papier pour faire le succès global de la marque et arriver non seulement à être leader sur les guides papier, mais aussi leader sur les sites, puisqu'on est le premier site éditorial sur le voyage, avec entre 4 et 5 millions de visiteurs uniques tous les mois et entre 10 et 15 millions de pages vues. Et donc c'est cette force de frappe et cette expertise qu'on met évidemment au service de la valorisation de nos destinations, et bien sûr en priorité de la France, avec des contenus qu'on met en avant évidemment sur nos guides papier, mais aussi sur le site internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus de 16 000 discussions sur la France sur nos forums, on a à peu près 10 000 contenus éditoriaux qui sont présents sur le site, et ces contenus on les renforce par nos partenariats, notamment nos partenariats avec plusieurs d'entre vous, que ce soit sur les guides papier d'un côté ou sur le site internet de l'autre. Donc voilà, donc ça c'était pour poser un peu le paysage de ce qui s'est passé de l'anniversaire des 50 ans du Routard. Maintenant, pour faire une petite rétro sur qu'est-ce qu'on a fait cette année, d'abord on s'est amusé à jouer avec Google, puisque Google a pas mal bougé, a beaucoup changé, et j'avoue que ce qui était d'abord, enfin avant plutôt une optimisation, est devenu une grosse partie de notre temps. Donc on n'est plus du tout dans l'optimisation, mais vraiment dans la recherche. Vraiment de présence au sein du SEO. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le SEO pour Routard c'est très important, c'est plus de 80% de notre audience. Nous on n'a jamais fait d'acquisition payante d'audience, on a toujours travaillé le SEO. On a estimé qu'effectivement tout le travail qu'on faisait sur nos contenus nous permettait d'être bien référencés. C'est plus tout à fait vrai, tout simplement parce qu'on a deux points majeurs sur lesquels Google a changé. Le premier, c'est que Google se positionne lui-même comme donnant du contenu sur les requêtes de voyage. Là, je vous ai fait un exemple, par exemple, avec la recherche Rome. Ça aurait pu être la même chose, ça aurait pu être Bordeaux, Lille, Tourcoing ou n'importe quelle ville, c'est la même chose. Je vous ai fait juste un périmètre de ce qui s'est passé en un an. Donc il y a un an, on était 3e, bon, il se trouve que là on était 5e, on a un peu baissé, mais c'est le jeu de l'algo, hein, ça ne veut pas dire qu'on est plus bas. Et ce qui nous a intéressé surtout, c'est de regarder la position des contenus de Google. Donc il y a un an, ils avaient un contenu à droite, quand vous regardez sur votre ordinateur, sur l'aspect guide touristique. On voit que ce contenu s'est largement développé, puisque maintenant il préempte le haut des pages. Si on regarde les contenus complémentaires, donc je vous ai mis quelques blocs, les questions associées, les images, les recommandations, les recherches associées, ainsi de suite. Tout ça, c'est les emplacements que prend Google sur une page. Sur chaque page, à chaque fois, on a aussi une requête Wikipédia qui est placée dans le top 3. Donc il va dedans, et ça laisse peu de place pour les autres acteurs, c'est-à-dire les acteurs naturels, les guides ou les mêmes vos propres sites à vous. Ce qu'on voit, c'est que cette place, elle diminue encore plus sur mobile. Donc si on regarde les 4 écrans, c'est-à-dire 4 scrolls, ce qui se passe dans les pages, on était 4e l'année dernière, on était encore 4e d'ailleurs en mai 2024, mais comme vous le voyez, on n'apparaît plus sur cet écran, tout simplement parce que Google prend un peu plus de place. Donc plus ça va, plus ils empiètent et plus ils fournissent eux-mêmes les réponses à leurs propres questions. Pour moi, c'est un peu comme un arbitre de foot qui prendrait la balle, va lui-même mettre un but, et patron du terrain, fait ce qu'il veut, puis il rajoute 4 buts à la fin, et nous met un petit carton rouge au passage de temps en temps. Donc voilà ce que c'est Google pour nous. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, et ça veut dire qu'on a quand même un changement de paradigme dans la façon dont on va essayer de faire référencer nos contenus. Le deuxième point, bon, je continue avec les différents leviers, c'est pour vous dire que maintenant il y a un seul acteur naturel sur les 4 premiers scrolls de ce que vous faites dans vos recherches sur Google. Un seul. Le deuxième point, c'est que, on en a beaucoup parlé, l'IA rebalaye un peu les cartes, et c'est la première fois qu'on voit que Google est déstabilisé dans vraiment son hégémonie et son leadership sur la recherche. Aujourd'hui, la recherche, elle se développe de toutes les façons. Je disais ce matin que 50% des recherches sur le e-commerce sont faites dans Amazon aux États-Unis directement, sans passer par Google. Donc ça veut dire que les choses changent. Les jeunes, vous le savez aussi, utilisent les réseaux sociaux pour s'inspirer, pour faire des recherches. Je vous montrerai un petit exemple après. Donc il y a beaucoup de changements, et on sent que Google est un peu déstabilisé et accélère le rythme des mises à jour de ses algorithmes pour faire le plus de tests possible et voir là où avoir le meilleur mix, là en tout cas où il se sent le plus pertinent. Là, je vous ai mis le nombre des mises à jour qu'on a eu cette année. Il y en a plus de 10. On était sur un rythme de 3-4 normalement. Donc on sent que ça bouge beaucoup. Les règles changent radicalement. Et on est obligé de suivre un peu ça, d'évoluer et d'avoir des contenus et des sites qu'on peut vraiment changer facilement, d'être souple et adaptable. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait par exemple ?
En ce moment, on travaille avec les dernières recommandations qu'on a. On essaie de transformer nos contenus pour en faire un contenu pratique et serviciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars d'un texte éditorial qui est en fait un texte extrait des guides papier, des intros des guides papier, et on le transforme en finalement bullet point pour faire quelque chose de très très serviciel qui va être non seulement compris par le moteur, donc par l'algo de Google, mais aussi plus serviciel pour les utilisateurs avec un côté très pratique, type fiche pratique. Le deuxième point qu'on fait beaucoup, c'est la personnalisation et l'incarnation. Pourquoi? Parce que Google nous pousse à faire un pendant aussi à l'IA. Donc on a beaucoup de contenus qui vont être générés automatiquement par l'IA. Le contenu qu'on fait nous, comme on doit être une marque référente, il faut qu'il soit cautionné par l'expertise et le fait que ce soit des expériences vécues par les gens. Donc on travaille beaucoup pour essayer de montrer que nos auteurs, nos rédacteurs vivent les expériences qu'on décrit, vont sur place, font les voyages, et ça, on l'intègre directement dans nos contenus aussi. Donc c'est un gros travail de fond qu'on est en train de faire, mais qui, à mon sens, pour le coup, est plutôt valable pour nous, parce qu'il valorise aussi notre expertise et notre savoir-faire. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, ça demande énormément d'efforts. En plus de tout ce travail sur Google, on ne fait pas que travailler pour Google, on refait aussi effectivement nos sites internet. Alors je sais que le site là-haut est encore un peu vieil, mais ça évolue, on va y arriver très vite. On a fait il y a 2 ans nos forums, là on a lancé il y a quelques mois nos pages guides, toujours avec des principes pour être bien référencé, mais aussi en prenant en compte les habitudes des utilisateurs. Donc là, je vous ai fait quelques exemples. On a un site qui est plus rapide. On sait qu'un internaute sur 2 quitte un site au bout de 3 secondes si la page ne se charge pas. Donc on essaie d'être le plus rapide possible. Des systèmes de navigation qui permettent aussi une navigation fluide, que ce soit sur mobile, sur desktop, enfin, sur toutes les devices possibles. Et enfin, un site plus clair pour mettre en avant les informations importantes pour nos utilisateurs et pour nos partenaires aussi, évidemment. Donc renforcer notre présence, adapter nos sites aux nouveaux usages et surtout en faire des sites, comme je vous le disais, qui soient très souples, très adaptables, qu'on peut changer facilement et rapidement. C'est vraiment notre leitmotiv cette année. Bon, évidemment, on ne travaille pas que sur le site et surtout, on a envie de se faire plaisir un peu. Donc, on travaille aussi sur de la diversification et sur d'autres typologies de contenu. Donc, on met en place plein de contenus différents. Notre objectif, c'est vraiment d'essayer de sortir du cadre qu'on peut avoir des templates d'Internet. On fait des jeux concours, on fait beaucoup d'infographies, on essaie de faire des sondages, d'interroger notre communauté, on fait des mini-sites avec des landing pages où on prend toute la place, on enlève les contraintes publicitaires de revenus et tout ça, et on essaie de se faire un peu plaisir pour nous et pour nos partenaires. Et on essaie un peu des nouveautés. Là, je vous ai mis un exemple de ce qu'on a fait avec EDF sur la valorisation de leur patrimoine. Et en fait, on va essayer de faire un mix entre de la carto, de l'édito. Très compliqué à adapter, mais on a réussi, je trouve, à l'adapter sur mobile et ça marche pas trop mal, donc ça c'est plutôt bien. On a aussi pas mal de visuels, ainsi de suite, et donc c'est ces systèmes de double navigation qu'on trouve assez intéressants et qui, encore une fois, répondent à des attentes et à des besoins, notamment de valorisation de circuits ou de road trip, que ce soit du côté de nos partenaires ou de nos internautes. C'est presque comme un webdoc en final, ce genre de site. Oui, exactement. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de rajouter en surcouche du site. Donc on travaille le site dans le fond avec son référencement, tout ce qu'on a à faire sur les pages, et on essaie quand même de s'amuser avec des templates un peu originaux qui sortent et qui sont effectivement beaucoup plus éditoriaux, qui font beaucoup plus plaisir à ma rédac, vous vous en doutez, et qui nous permettent aussi de valoriser notre expertise et ce qu'on fait. Et ce que font nos partenaires, évidemment. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait sur les formats. On sort aussi du cadre d'Internet pur. Nous aussi, on a fait des podcasts. Alors là, je vous garantis que ce n'était pas fait par l'IA en 10 minutes. On y a passé beaucoup de temps. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer comment on essaye de renverser la situation. Donc on part non pas de nos auteurs, mais on part d'une personne qu'on estime partager les mêmes valeurs que nous et être une influenceuse de référence auprès des jeunes générations. Bon, là, elle s'appelle Luciole. Et on va lui faire porter le podcast, décrire des voyages et interroger nos propres auteurs. On est actuellement en studio à Paris pour enregistrer Road Trip, le podcast du Routard. C'est un podcast qui se divise en 2 parties. Il y a une première partie où j'incarne des carnets de voyage. L'idée, c'est de se projeter un petit peu, de faire voyager les gens quand ils écoutent, avec une petite ambiance sonore, tout ça. Et en deuxième partie, je reçois des auteurs du Guide du Routard qui viennent répondre à quelques questions en rapport avec la destination de l'épisode pour que les gens puissent en apprendre plus, s'organiser s'ils ont prévu d'y voyager ou juste rêver. C'est la première fois et vraiment j'ai adoré, c'était super. Moi aujourd'hui on a parlé du Vietnam, c'était mon dernier voyage. Ça fait quoi de collaborer avec un auteur qui fête cette année? Ça fait ses 50 ans?
Bon anniversaire. Le routard, je m'en suis servi pendant très longtemps. C'est une institution, enfin pour moi ça représente le voyage, c'est vraiment un symbole du voyage. Quand ils m'ont contacté, ça m'a touché direct et j'avais trop envie d'avoir, on va dire, ce poste-là, ce rôle de host. Donc ça nous permet d'évoluer aussi sur notre façon de traiter nos contenus et de les valoriser différemment, notamment auprès d'une cible jeune, et aussi de changer un peu sur nos convictions. Je vous donne une anecdote rigolote, mais en discutant avec Luciole, donc Lorraine, elle nous disait qu'elle parlait beaucoup autour d'elle du fait qu'elle faisait des podcasts avec le routard. Les gens d'une vingtaine d'années avaient déjà entendu parler du routard, donc on était déjà un peu contents, mais ils ne connaissaient pas l'aspect papier, ni même le site internet. Et en fait, ils ne connaissaient même pas le principe de guide de voyage. Tout simplement. Donc ils ne savaient pas ce que c'était un guide de voyage et comment leur dire, mais c'est un endroit où il y a tous les renseignements, il y a des conseils de resto, c'est pratique et tout. La réaction c'était, c'est génial, pourquoi on ne sait pas ça quoi. Bon voilà, donc on a encore un peu de boulot de promotion à faire. C'est assez intéressant, il faut revenir tout au basique et traiter nos contenus et les valoriser aussi différemment pour répondre à ses besoins. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire aussi sur les réseaux sociaux. Là je voulais juste faire une toute petite aparté. Je vous parlais tout à l'heure des réseaux sociaux comme moteur de recherche. Je vous ai juste mis un exemple d'une recherche qui est faite, où j'ai fait une recherche justement, c'est où manger à Bordeaux, par exemple, pour essayer de voir ce qui sortait sur TikTok. Là, j'ai été assez bluffé parce que ce qui sort, c'est vraiment une pléiade de petites vidéos vous décrivant des endroits, les montrant, et on sent vraiment qu'il y a un basculement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des moins de 20 ans qui essaient de s'inspirer en regardant l'ambiance qu'il y a par exemple dans un restaurant, quoi. Comment sont les plats, et comment est le restaurant, est-ce que les tables sont proches, ainsi de suite. Donc tout cet aspect pratique et serviciel, on le retrouve sur TikTok. C'est pas juste une porte d'entrée pour passer du temps et faire autre chose, c'est une vraie fenêtre sur le digital maintenant au global. Et c'est comme ça qu'on essaie de jouer nous aussi avec les réseaux sociaux. Je dis bien essayer, hein, c'est pas simple. On essaie au fait de montrer les coulisses de ce qu'on fait et d'ouvrir nos portes. Premier point sur le métier, la façon dont on fait nos métiers. Au routard, je suis en mission dans le Finistère et on a commencé la journée par se balader dans toutes les petites ruelles pour fouiller. J'ai trouvé cette petite galerie par exemple où on peut rencontrer directement l'artiste sur place, donc c'est vraiment génial. J'ai aussi trouvé pas mal de restaurants, de boulangeries, etc. On a fini la journée après une dizaine d'adresses et je suis rentrée pour rédiger un peu la journée et évidemment aussi préparer le lendemain ainsi que le reste de la semaine. Donc ça, ce sont des vidéos qui fonctionnent pas mal, mais ce qui fonctionne encore mieux, c'est qu'on montre vraiment l'envers du décor, quoi. Ça y est, nous sommes en septembre et c'est mon mois préféré au routard parce que c'est celui où on va pouvoir choisir nos voyages de l'année prochaine, donc de l'année 2025. Et aujourd'hui, pour la rentrée, on a reçu notre liste des voyages, voilà, qui se présente comme ça. Il y en a entre 80 et 90, il me semble, et on va pouvoir choisir en fait entre tout cela, en s'arrangeant évidemment avec nos collègues et en voyant ce qui peut passer dans nos emplois du temps. Donc là, par exemple, je suis en train de voir pour moi ce qui pourrait passer sur 2025. Et on aura la réponse d'ici 15 jours. Bon, là, il y a eu un nombre de commentaires de personnes volontaires pour bosser au routard qui était assez impressionnante, je vous avoue, forcément. Mais ça prouve aussi qu'aujourd'hui, un auteur de guide du routard, il n'a plus à se cacher, il n'a plus à faire l'auteur anonyme. C'est pas ça qu'on va aller chercher. Le problème n'est pas que les gens nous reconnaissent quand on arrive dans des restos. Le problème est de vivre des expériences qu'on est capable de transmettre et de raconter aux autres, quoi. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ouvre ces portes-là. Aujourd'hui, on montre quel est notre travail, on le met en avant et on fait pareil avec tout le monde. Quand on a un partenaire, on montre quel est son travail, on le pousse aussi à essayer d'être, comment dire, pas transparent, mais de montrer aussi tous les efforts qui sont faits, tout le travail qui est fait. Et je pense que c'est une recette qui fonctionne plutôt pas mal, en tout cas sur TikTok. Donc voilà pour tout ce qu'on fait en termes de diversification. Et évidemment, je ne pouvais pas finir sans parler d'IA, sinon c'était un peu compliqué, vu ce qui a été dit avant. Alors l'IA, moi j'ai vu ça arriver, je me suis dit ok, c'est parfait, contenu pléthorique, on va pouvoir développer tout ce qu'on veut, faire plein de trucs et tout. Bon, en fait, pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'on a abordé les choses. On était un peu perdus parce que c'est vrai qu'on l'a vu, l'IA, c'est beaucoup de choses. C'est un terme qui regroupe beaucoup d'éléments, et donc on a essayé de prendre le problème un peu à l'envers. Au lieu de savoir qu'est-ce que l'IA pouvait faire, on s'est demandé où est-ce qu'on avait des problèmes. Et on a voulu voir si l'IA pouvait répondre à ces problèmes-là. Donc on est parti de l'autre côté. Premier problème qu'on a, dans l'équipe du routard, on est 12, enfin routard.com, donc c'est pas une équipe énorme non plus. Dans cette équipe, on a 3 devs et un alternant. Donc capacité de dev assez limitée pour essayer de faire évoluer et suivre justement les modifications des règles du jeu de Google ou autres, ou les différents usages, c'est un peu difficile. Et donc on a renforcé effectivement la capacité de développement de nos devs par de l'IA. On leur a donné copilote, on leur a fait faire des formations là-dessus et tout ça, et ça nous permet non pas de faire différentes choses, mais d'aller plus vite sur ce qu'on veut faire et sur nos objectifs, quoi.
Deuxième point, c'est dans l'organisation de nos contenus et de nos produits. Là, ça nous a vraiment aidé parce qu'on a un peu une problématique, mais je pense qu'on la partage tous, c'est que les gens aujourd'hui ne recherchent pas seulement des destinations, ils recherchent aussi des thématiques, des types de séjours. Je veux partir en famille à 4 et faire du sport. Et ça, pour le croiser avec des destinations, c'est pas toujours évident. Et donc, on a beaucoup travaillé avec l'IA là-dessus. On a scoré tous nos contenus pour essayer de les taguer sur des thématiques et de pouvoir les organiser différemment et répondre à ces besoins-là aussi de thématiques. Ça, c'est un gros travail qu'on continue à faire d'organisation, de segmentation, mais qui vraiment porte ses fruits et qui nous permet de nous positionner sur des recherches différentes. Et enfin, dernière chose, la création de contenu, parce qu'on fait quand même un peu de contenu par l'IA. Le premier truc, j'avais bien mis en bas, parce que je pense que vous avez raison dans ce qui a été dit avant, il faut aussi dire quand c'est fait par l'IA, il n'y a pas de problème là-dessus, il faut être très clair là-dessus. Donc chaque fois que nous on écrit un article, on le met en gros dessus. Et derrière, ce qu'on a fait, plutôt que de continuer notre ligne éditoriale avec de l'IA, on a essayé justement de regarder les lignes à côté. Donc on a traité des éléments qu'on n'aurait pas fait normalement d'un point de vue édito. J'aurais pas envoyé un journaliste à la gare de Bordeaux écrire un article dessus parce que c'est pas forcément un endroit célèbre pour sa visite, même si elle a été refaite et qu'elle est très belle cette gare. Le point là, c'était de se dire la gare de Bordeaux, pour nous, c'est un intérêt, j'avoue, de monétisation. On met en bas un petit bloc de réservation, de location de voitures, d'immeubles, enfin, d'hébergement et ce genre de choses. Et on arrive comme ça à générer plus de revenus que sur une page classique. Et c'est pas un contenu qu'on aurait traité éditorialement, mais avec ça, ça nous permet d'avoir des contenus qui génèrent un peu de valeur sur le site. Donc voilà comment on utilise l'IA sur la création de contenu. C'est vraiment annexe à ce qu'on fait normalement et ça nous permet d'élargir le champ de notre capacité de traitement éditorial. Donc voilà quelques petits exemples de l'IA. On essaie d'avoir d'autres projets dans les cartons qu'on fera au fur et à mesure. En attendant, on continue à travailler justement sur l'accompagnement de nos internautes sur le voyage. Tous les types de voyageurs vont sur routard.com. On essaie de parler à tout le monde, d'être vraiment référent là-dessus. Et donc, si toutes ces démarches, ça vous intéresse, si vous voulez qu'on en discute des cibles, de notre capacité à vous accompagner, ainsi de suite, voire boire un coup à l'apéro, on est au stand 8. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup, Axel. Tu peux garder ton micro allumé, on va s'en servir. Merci beaucoup. Et je dois dire que là, tu m'as bluffé, parce que quand j'ai vu le contenu, jamais ça passera en 15 minutes. Et ben si. Ouais, à peine plus. Bravo, bravo. Messieurs, est-ce que vous avez une question à poser à Axel par rapport à ce qu'il vient de nous présenter? Oui, j'en ai une. Cette nouvelle visibilité, notamment par exemple sur TikTok, etc., est essentielle, ou le travail sur Google, ça nécessite vachement de temps. Ça veut dire des moyens humains supplémentaires. Vous arrivez à tout faire Non, on fait moins de choses. On priorise au fait. On regarde les priorités. Sur les deux exemples que tu as cités, Google, je vous ai dit, plus de 80% de notre audience, on n'a pas le choix aujourd'hui. Donc on essaie de transformer ce modèle d'acquisition d'audience en se diversifiant, mais il n'empêche que notre cœur d'audience repose sur cette capacité qu'on a à être référencé dans Google. Donc on travaille là-dessus effectivement différemment. On se fait accompagner quand même par des agences. Je vous avoue que les montants de prestations des agences augmentent au fur et à mesure du changement des algos aussi. Mais on essaie vraiment d'évoluer là-dessus. TikTok, c'est un peu différent parce que là, c'est un enjeu pour routard.com, mais c'est aussi un enjeu pour la marque au global. C'est le renouvellement de marque et des usages qui sont faits sur la notion de guide de voyage par les cibles jeunes. Donc ça, c'est un peu différent. Et donc, non, malheureusement, on n'a pas de moyens en plus, mais on fait moins de choses. On se centre plus sur des priorités. Ouais, une petite question justement sur ces cibles. Le parallèle entre l'audience, le public du guide papier, où j'ai l'impression que c'est tout le monde, bien que tu disais que les jeunes avaient découvert que les guides existaient, et sur la partie numérique, comment... En fait, l'audience des guides papier, effectivement, est assez large. Après, il ne faut pas se leurrer, on a quand même une audience qui a évolué avec sa cible. Donc 50 ans, ça veut dire 50 ans aussi de cible de lecteurs du routard. Il y a un renouvellement des cibles qui est fait par la force de la marque. C'est-à-dire que souvent, c'est je voyage avec mes parents avec le routard, donc je continue à l'acheter un peu comme ça. On sent quand même qu'il y a une fracture sur cette cible des 20 ans et moins. Sur laquelle justement on a un gros travail à faire, mais c'est presque une fracture, pas de marque comme je vous disais, mais d'usage en fait. Les usages sont différents, les façons de rechercher sont différentes, et c'est là-dessus qu'on doit passer du temps, nous, à essayer de se renouveler, de se réinventer, et de transformer un peu les choses. Après, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Nous, Routard, on travaille chez Hachette. Le moindre TikToker a très envie de faire un livre avec Hachette, par exemple. Donc le livre reste quelque chose de très important pour cette génération-là. Mais c'est vrai qu'il faut renouveler un peu l'usage des guides. Ça, c'est sûr, c'est un travail qu'on a à faire là-dessus.
Et on a cette même segmentation sur la partie en ligne. Et sur la partie en ligne, là c'est plus générique. En fait, il y a une segmentation qui est un peu représentative d'Internet, puisque 80% venant de Google, c'est pas une notion d'usage. En fait, l'usage, c'est vraiment, j'ai une recherche sur Google, je vois une ligne avec marqué routard, la marque me rassure, je clique dessus, je vais sur le site. Donc finalement, c'est pas ciblé en termes d'âge, c'est ciblé en termes d'usage. Donc on a une audience, je crois, qui est autour des 37 ans de moyenne. Médiane, ce qui est un peu plus âgé qu'Internet, mais en vrai, on balaye un peu toutes les tranches d'âge là-dessus. Je peux en avoir une autre question. Allez. Et sur des moteurs nouveaux, comme Perplexity, par exemple, qui risquent peut-être d'être vraiment l'avenir de la recherche aussi, comment ça, j'imagine que vous avez évalué un peu, comment vous vous retrouvez dessus? Peut-être d'un mot, expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément Perplexity. Alors Perplexity, c'est un moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle. Et quand vous tapez votre recherche comme Google sur Perplexity, ça vous fait au départ un texte un peu à la Wikipédia qui vous renvoie sur les sources. Mais au lieu d'avoir une série de liens, on a déjà l'ensemble de la réponse et on n'est même pas obligé d'aller voir les sources. Ce que cherche un peu à faire Google et c'est pour ça qu'il prend toute la place. Exactement, c'est ce qu'ils essaient de chercher aussi. Alors, on regarde notamment avec notre agence SEO ce genre de sujet. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut remonter là-dedans. Toute la difficulté, c'est que quand vous avez une page Google, vous avez au minimum 10 liens. Dans une réponse de Perplexity, il y en a un. Donc déjà, ça crée pas mal de problèmes sur la capacité qu'on aura à se référencer par rapport à des concurrents. Comment est-ce que vont être choisis, par exemple, un contenu qui vient d'un site transactionnel, d'un site institutionnel comme les vôtres, d'un site des guides comme nous? Ça, on n'a pas encore craqué le sujet. Donc on essaie de regarder. Le deuxième truc qui est un tout petit peu plus rassurant, c'est que finalement, l'intégration de l'IA dans les moteurs de recherche, à part Perplexity, mais on voit là sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche, est un peu plus lente que ce qu'on pensait, tout simplement parce qu'elle coûte très cher. C'est-à-dire une requête avec de l'IA coûte 100 fois plus cher à Google qu'une requête sans IA. Tout simplement parce que les serveurs coûtent très cher. Et du coup, ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est que quand ils ont lancé Gemini, donc l'IA dans les résultats de recherche, 70% des recherches faites généraient une réponse par IA. Aujourd'hui, on est à moins de 10% aux États-Unis parce que ça leur coûte un fric fou. Ça coûte hyper cher de générer de l'IA pour une valeur qui est très compliquée. Google a le même problème que nous. Quand il génère qu'une seule réponse, où est-ce qu'il met les publicités de ses annonceurs? Et ben aujourd'hui, ils n'ont pas craqué le principe. Donc, d'accord. C'est QFD, donc. Ok, peut-être une dernière question, Axel. On voit que vous commencez à essayer effectivement d'essaimer un petit peu sur tous les différents canaux. S'il y a un truc chez un concurrent que tu aurais envie de piquer, une idée, un projet, ça serait quoi? En fait, on a pas mal regardé. Alors, il y a des concurrents qui font des présences hyper inspirantes sur les réseaux sociaux. Il y a une marque, par exemple, qui s'est développée, je le dis facilement, parce que les guides qui sont développés avec sont chez Hachette. Donc, qui s'appelle Petauschnock, qui est assez intéressante dans l'image qui renvoie, au fait. C'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux pour créer une marque avec une image et un parti pris très fort. Notamment d'un nouveau tourisme, d'une nouvelle façon de découvrir les destinations. Ça, c'est super intéressant. Ouais, Petauschnock, The Others, ce genre de nouveaux guides un peu... Ce genre de choses sont vraiment très intéressantes. Et d'un point de vue beaucoup plus concret, on voit par exemple que le Lonely Planet aux États-Unis est en train de faire un switch et qu'en fait, ils vont sur le digital, mais dans une logique de tunnel complet, jusqu'à la recommandation et l'agence de voyage. Donc c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire au retard, parce que jamais on sera agence de voyage, mais c'est quelque chose qui est assez intriguant et intéressant à regarder, quoi. Okay. Merci beaucoup, Axel. Merci Jean-Luc, merci Laurent-Pierre. Merci. Donc, Merci. Axel le disait, on te retrouve pendant ces 2 jours. D'une part, un stand donc, sur lequel le routard sera présent. On se retrouve aussi jeudi matin sur la plénière rétroprospective, donc l'occasion d'échanger encore. C'est bon, vous avez les bases? Vous êtes prêts pour demain? Bon, alors vous allez devoir aller boire un verre chez les exposants. Bonne soirée!